Voici le deuxième temps de notre cycle annuel sur l'éducation, passerelle vers le futur, avec comme titre pour ce soir l'éducation solidaire. La solidarité, c'est quelque chose que nous connaissons bien. C'est quelque chose qui est vraiment bien développé dans notre société. Et c'est vrai que si on fait un petit peu le point sur cette solidarité, on pourrait dire que conçu comme un système d'entraide, comme un système de soutien à tous ceux qui peuvent en avoir besoin, on a aussi bien de la solidarité par rapport à des gens qui sont autour de nous que des gens qui sont beaucoup plus lointains, solidarité par rapport donc à des gens qui sont victimes de catastrophes, donc dans le monde, un petit peu partout, solidarité par rapport par exemple au Resto du Cœur. Donc il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG, beaucoup de mouvements et même des mouvements spontanés tout simplement d'individus qui répondent donc à ces actes de solidarité. La solidarité, elle est vraiment en connexion avec le mot fraternité. Et ça a été enseigné depuis très très longtemps par les religions, même sous un autre mot, la charité. Faire la charité avec les autres, s'occuper des autres, être en fraternité les uns avec les autres. Et puis même maintenant, des thèmes plus modernes de partage, d'équité, et qui prennent le relais et qui viennent nourrir des attitudes de solidarité. Et donc la solidarité, c'est une valeur morale vraiment très intéressante. Et on se dit, bah oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être intéressant à développer dans l'éducation. Mais sans pour autant être quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est vrai que la solidarité fonctionne de mieux en mieux dans notre société. Avant, c'était plutôt quelque chose de plus rare, mais maintenant, c'est vrai que quand on connaît le monde, quand on voit les besoins, quand on sent justement la nécessité qui se font jour de part et d'autre, on ne peut faire que de temps en temps un acte de solidarité. Pas tout le temps, mais de temps en temps, on est vraiment solidaire des uns ou des autres. Parfois même simplement moralement, solidaire avec les difficultés que vont subir, par exemple, le peuple brésilien, ou solidaire avec certains habitants des États-Unis qui ne soutiennent pas forcément la politique du président Trump. Bref, on peut être très solidaire moralement, on peut être solidaire sensiblement, émotionnellement, ou on peut être solidaire vraiment très physiquement en donnant de l'argent ou en agissant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien répandu partout dans notre société. Est-ce que ça vaut le coup de faire une conférence sur l'éducation solidaire? Certes, c'est quelque chose qui a besoin d'être développé un peu plus, peut-être au niveau des enfants, peut-être qu'enseigner justement cette solidarité, c'est peut-être important, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui serait une passerelle vers le futur? Tel que je viens de vous le raconter, non. On pourrait même dire, oui, c'est bien la solidarité, il faut continuer. Voilà, fin de la conférence, merci. Non, il est évident qu'on peut concevoir ça tout à fait autrement. Ces conférences se passent quand même dans le cadre d'une recherche par rapport à ce qui est intéressant de faire du point de vue de l'être essentiel, du point de vue de l'âme. Et c'est donc de ce point de vue-là qu'il faut essayer de concevoir qu'est-ce que veut dire le mot solidarité. Et là, on va voir que finalement, ça nous emmène complètement ailleurs, dans une autre version de ce mot. Si on reprend à l'origine, le mot solido, qui vient du latin, donc solido, c'est l'équivalent du grec holos, qu'on connaît dans holarchie, etc., donc qui veut dire tout. Solido, ça veut dire entier, plein. Et on le retrouve en français, in solido, dans des actes juridiques. Lorsque des gens passaient par exemple un emprunt ensemble, un emprunt d'argent, ils étaient déclarés solidaires. C'est-à-dire qu'ils devaient tous rembourser, ils étaient tous responsables solidairement de cet emprunt. Et s'il y en avait un ou deux qui défaillaient ou qui mouraient, eh bien, tous les autres devaient être absolument à même de pouvoir répondre à la dette jusqu'au bout. Donc c'était avant tout un système de contrat, un système juridique qui avait un côté obligatoire. C'était pas, vous voyez, on n'avait pas du tout le côté, écoutez, soyez sympa, si les autres ne peuvent pas rembourser, soyez solidaires avec eux. Ah non, c'était tout à fait obligatoire. C'était justement sous cette condition-là qu'on passait le contrat. Donc ça voulait dire, vous voyez, en entier, quelque chose dont on ne peut justement pas se désolidariser. Parce que justement, c'est quelque chose qui est contraignant. Et donc cette notion solidaire, elle est restée très très longtemps dans cet aspect juridique. Et puis, au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, on a commencé à construire de plus en plus de machines. Déjà au XVIIIe et même avant, on était passionné par ces machines qui étaient les montres, tous les objets astronomiques comme ça qui nous permettaient de mesurer le temps. Et donc on avait commencé à faire des montres, à faire des systèmes un peu plus compliqués, et on était admiratif de ces systèmes de rouage, où dans une montre, dans une pendule, chaque pièce a son rôle bien particulier. Il n'y en a pas deux qui ont le même rôle. Et elles sont tellement bien agencées qu'elles sont solidaires. On a découvert un autre sens du mot solidaire, quelque chose qui ne correspond plus à une valeur, mais qui correspond à une caractéristique de tout système. Tout système, quel qu'il soit, est solidaire pour qu'il puisse fonctionner.
Donc on a commencé par les montres, mais ça s'est étendu. D'ailleurs, c'était une des comparaisons peut-être les plus importantes au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, lorsqu'on aimait comparer Dieu, ce grand architecte, à un constructeur de montres, un constructeur d'horlogerie, en disant la mécanique céleste, hein, on voit bien la mécanique céleste est absolument extraordinaire, tous ces rouages, toutes ces planètes qui tournent autour du Soleil, et les soleils, etc., autour d'eux. On avait vraiment une impression, comme ça, là aussi, d'un système complètement solidaire, et ça nous apparaît finalement comme quelque chose inhérent à tout système. Et donc, les machines étaient solidaires, les systèmes étaient solidaires. Il a fallu attendre 1896 pour qu'un dénommé Léon Bourgeois, c'est quelqu'un qui est un peu connu, je vous en ai déjà parlé il y a 2 ans. Léon Bourgeois, c'est quelqu'un qui a été un responsable politique, un homme d'État français extraordinaire. Certainement un initié, quelqu'un qui ne faisait pas de vagues, etc., mais qui avait vraiment des idées fantastiques. Il a d'ailleurs été le premier président de la Société des Nations à Genève. C'est vous dire qu'il a même été nommé Premier ministre. Enfin, à l'époque, on appelait ça président du Conseil. Mais il n'a pas duré longtemps comme président des conseils. Il a duré 6 mois, tout simplement parce qu'il avait des idées qui étaient insupportables. Du genre, son leitmotiv, l'individu isolé n'existe pas. Ce qui existe, c'est la société. Et la société existe parce que l'individu existe, et les individus ont des devoirs par rapport à la société. Et la société a des devoirs pour que chacun de ces rouages, chacun des individus puisse véritablement vivre normalement. Et donc il proposait des systèmes aussi bien donc d'impôts sur le salaire. Ça n'existait pas avant, hein. Donc payer des impôts sur le salaire, de même que des systèmes de retraite. Mais ça, alors vous voyez, donc à l'époque, ça ne plaisait pas du tout. De retraite, etc., salaire, pic-pico encore. Et donc c'est vrai qu'il n'a pas duré très très longtemps à la tête d'un gouvernement. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, à cette époque-là, donc je vous disais, en 1896, a écrit un bouquin qui s'appelle Solidarité, dans lequel il disait, mais il serait peut-être important maintenant d'arriver à sentir que cette caractéristique de solidarité que nous attribuons donc aux appareils, aux montres, aux différentes machines, il faille maintenant arriver à les concevoir comme étant une caractéristique fondamentale aussi de la société. Et si finalement le processus de solidarité s'appliquait également à tout ce qui concerne l'humain, nous maintenant presque ça nous fait rire, on disait bah oui, c'est normal, c'est la moindre des choses. Ah oui, mais en ce début du XXe siècle, ça ne passait absolument pas. Ça n'a absolument pas été entendu. Conçoivent une solidarité des machines, oui, c'est certain que toute structure pour fonctionner doit avoir cette interdépendance de ces différentes pièces. Mais concevoir qu'il en soit ainsi par rapport à l'humanité, alors ça c'était tout simplement inconcevable. Et donc ce monsieur, il s'est fait un black boulet, d'une part par exemple par les marxistes, qui trouvaient que ces thèses étaient véritablement beaucoup trop douces, c'était petit bourgeois, et puis d'autre part par la droite libérale, qui trouvait que ça n'allait pas du tout. Alors, amener la société dans un système solidaire, c'était complètement renoncer à l'indépendance de chacun, à la nécessaire indépendance de chacun. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas eu évidemment beaucoup de succès à l'époque, et pourtant qui a marqué les esprits, puisqu'on sait que ça a fini quand même par exister avec les années. Il est certainement mort avant que ça existe, mais voilà, c'est quelque chose qu'il a semé et qui s'est développé. C'est pour ça que ça fait partie souvent de ces hommes politiques méconnus, mais qui ont certainement fait beaucoup avancer les choses. Et là, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que la solidarité, dont on voit que c'est évident par rapport à n'importe quel système, pourquoi est-ce que ça a eu tant de mal à investir finalement la société? Pourquoi ça ne marche pas? Et encore maintenant, on sent bien que arriver à considérer la société elle-même comme un système solidaire en soi, non, parce qu'on a toujours les mêmes résistances. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement, et on va y revenir tout à l'heure, au développement de la conscience individuelle. Quand on est en conscience individuelle, on a justement besoin de se séparer de tout ce qui est l'ensemble, la masse, la globalité. On a besoin d'exister tout seul. Une idée qui nous remettrait dans un système dont on ne serait qu'un rouage, c'est tout simplement insupportable. Donc on ne peut pas faire ça. Donc, ce qui est resté finalement, et encore dans notre société actuellement, c'est que oui, il est effectivement intéressant d'avoir des actes de solidarité au moment où on le sent, au moment où on le décide, au moment où on est sympa. Mais quand il n'y a pas besoin d'actes de solidarité, je suis moi. Je suis mon propre système. Moi, je suis un système à moi tout seul. Voilà, et je m'occupe de moi. Si les autres ont besoin, je vais faire un effort. Mais ne nous remettez pas dans une systémique. Ne nous remettez pas dans un processus dans lequel on pourrait dire on est tous obligatoirement solidaires des uns des autres. Les machines, oui. L'humanité, non.
Et on peut pas jeter la pierre, hein. Ça fait partie des choses qui sont forcément importantes en conscience individuelle. Alors, on sent bien qu'on s'en sort progressivement. Plus on sort de cette conscience purement individuelle pour redécouvrir progressivement les autres, alors on s'ouvre. Mais là, c'est toute l'histoire de la progression de la conscience humaine qui va aller très très loin. C'est-à-dire qu'on va commencer par s'ouvrir à des systèmes proches, qu'on va agrandir progressivement. Par exemple, le premier système solidaire, mais ça qui peut être ressenti depuis très très longtemps, c'est la famille. Ah oui, ça dans la famille, c'est important. Ça veut dire qu'on est prêt à une solidarité obligatoire parce que c'est de la famille. Dans l'ancienne société, c'était vraiment la seule solidarité qu'on pouvait avoir. Et puis après, on est solidaire parce que on est un groupe d'amis, ou on est un village, ou on est une société donc plus importante, voire même maintenant solidaire du même pays, parce qu'on est tous français, donc c'est normal qu'on soit tous solidaires des uns des autres et qu'on mette en place des processus de solidarité, des impôts de solidarité, des taxes de solidarité, tout un système comme ça, on retrouve les appellations qu'on connaît maintenant, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, c'est normal de se soutenir les uns les autres. Oui, et les Chinois ? Non, enfin, je veux dire, bon, ils sont sympathiques, hein, moi je veux bien les aider s'ils ont un problème. Encore une fois, je veux bien faire preuve de solidarité vis-à-vis d'eux, mais non, c'est à eux de s'organiser dans leur propre système. Et on voit comment pour nous c'est toujours difficile d'agrandir ce système de solidarité, de passer l'ensemble progressivement de l'humanité à une caractéristique de solidarité. Ça ne tient qu'à ces personnes qu'on connaît, ou les personnes qu'on aime, ou les personnes qu'on considère, les personnes avec lesquelles on partage un certain nombre de valeurs. Alors on peut considérer qu'on est ensemble. Mais les Chinois, ça me paraît tellement un système autre. C'est comme si tu me parlais aussi des Martiens. Est-ce que je me sens solidaire des Martiens ? Non, bon, tant mieux. Enfin voilà, quoi, la planète Terre, c'est la planète Terre, les Martiens, c'est les Martiens. Donc vous voyez, on a nos limites. Et c'est tout à fait normal. C'est les limites de notre pouvoir d'agrandissement de conscience. Donc il est certain que plus notre conscience s'expanse, plus on va pouvoir progresser dans cette histoire de solidarité. Donc ce qu'on va qualifier de solidarité va s'agrandir. Mais à la limite, dès qu'on sort de ce qui nous paraît évident, qu'est-ce qui revient ? La solidarité, non pas comme une caractéristique fondamentale, mais comme une valeur. Et c'est là qu'on va voir pourquoi il y a ce glissement. Pourquoi on a interprété maintenant la solidarité en termes de valeur ? Parce que pour nous, c'est beaucoup plus pratique. Ça nous permet de maintenir notre intégrité, notre autonomie, ça nous permet de maintenir notre indépendance, tout en disant que par moment, on s'octroie quand même des moments de solidarité et que c'est quand même sympa de notre part. Or, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est qu'il va falloir que nous envisagions d'un point de vue éducatif, tant pour nous que plus tard pour les enfants, que nous envisagions la disparition complète des actes de solidarité, pour la remplacer par un état de fait. L'univers est solidaire, point. Et tout ce que nous vivons et tout ce que nous faisons et tout ce que nous pouvons imaginer doit se passer dans ce cadre solidaire parce que c'est la solidarité universelle dont il s'agit. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on peut imaginer que, pour l'instant, les actes de solidarité ne sont simplement que la mesure de nos incapacités à concevoir cette solidarité universelle. Et c'est vers ça que nous devons véritablement aller. Cette solidarité universelle, elle est effectivement difficile à imaginer, mais c'est vrai que plus nous développons le mental abstrait, on aura l'occasion d'y revenir, plus on a cette capacité de développer ce mental, et plus on peut concevoir cette solidarité. Puis la science aussi nous aide beaucoup à concevoir ça. En effet, maintenant, on n'arrive plus du tout à imaginer les choses complètement séparées des unes des autres. On arrive de plus en plus à imaginer combien la Terre est évidemment totalement un organisme systémique et qu'à l'intérieur de la planète Terre, tout, absolument tout est interconnecté, tout est interdépendant. Chaque petite pièce est séparée, mais finalement est spécifiée, mais que chacune de ces petites pièces a une importance fondamentale par rapport aux autres. Et que on l'a souvent vu quand l'humanité s'est octroyé certains droits d'intervention comme ça, en supprimant les renards, en supprimant tel, etc. On voit qu'à chaque fois, eh bien, quand on supprime une partie, il y a des répercussions énormes sur l'ensemble. Et que là aussi, quelquefois, quand en médecine, on va supprimer telle partie de l'organisme, etc. Non, ça c'est pas grave, ça sert pas à grand chose, l'appendice on peut supprimer. Là aussi, ça a des répercussions absolument énormes. Donc en fait, on s'aperçoit maintenant de plus en plus qu'on ne peut pas agir impunément sur une petite partie sans que ça interagisse fondamentalement sur l'ensemble. Et la base fondamentale de l'écologie, elle est là.
c'est reconnaître que la planète Terre, avec tout ce qui vit dessus, de visible et d'invisible, et là je vais dans une écologie plus ésotérique que peut-être celle à laquelle on est habitué, que finalement tout ce qui existe est absolument interindépendant. Ça veut dire qu'il s'agisse de l'humanité, qu'il s'agisse de tous les règnes de la nature, qu'il s'agisse des dévas, qu'il s'agisse depuis les microbes jusqu'aux organismes les plus grands, tout, absolument tout est indispensable. Chacun joue son rôle et chacun joue sa partie. Et cette partie, c'est vraiment une petite parcelle de ce grand mouvement d'horlogerie qu'est la planète Terre. Mais on ne s'arrête pas là. C'est sûr que pour nous, c'est déjà pas mal de s'arrêter à cette solidarité fondamentale caractéristique de la Terre, surtout si on la met en œuvre, cette solidarité, c'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai que par notre mental abstrait, on peut imaginer que cette solidarité, elle existe avec le Soleil, et que le Soleil existe par rapport à tous les autres soleils de la galaxie, et que les galaxies interagissent les unes par rapport aux autres. Bref, on arrive à percevoir, donc avec notre mental, combien la solidarité est la caractéristique fondamentale de l'univers. C'est vraiment quelque chose qui doit nous frapper, parce qu'à partir de là, c'est sûr que si on réalise ça profondément en nous, on ne peut pas vivre comme si finalement on était chacun indépendant. Et c'est là où on voit combien l'autonomie et l'indépendance sont vraiment fâchées avec ce processus de solidarité en tant que caractéristique. Parce que ça ne va pas du tout. Ça nous remet dans un système dans lequel on dit « Et ma liberté ?» Dans ton système de solidarité, où elle est ma liberté ? Oui, c'est sûr. C'est toujours la question qu'on se pose en tant qu'âme lorsqu'on réalise qu'on fait partie de cet ensemble. Que devient la liberté du petit moi ? C'est sûr qu'elle est forcément très très limitée. Et ça, quand on est en construction du petit moi, c'est tout simplement insupportable. Donc on n'en veut pas. Qu'est-ce qui rend vraiment intéressant et compréhensible cette solidarité universelle ? C'est le corps éthérique. Le corps éthérique, et la science le traite d'une autre manière, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental pour comprendre l'universalité solidaire. Le corps éthérique, vous en avez tous entendu parler, ce fameux corps d'énergie, qui est ce corps qui apparemment entoure le corps physique et qui interpénètre complètement aussi ce corps physique. C'est sur ce corps d'énergie que travaille l'homéopathie, que travaille l'ostéopathie, que travaillent donc par exemple tous les magnétiseurs, etc. Donc c'est sur ce corps d'énergie qui est vitalement la force et l'énergie de notre corps physique dense. C'est lui qui est vraiment notre animateur. Mais ce corps éthérique, on a tort de le voir simplement d'une manière individuelle. Sinon, une fois de plus, on va dire, mais est-ce que mon corps éthérique est en rapport avec le vôtre ? Ne serait-ce que c'est mes proches voisins. On a 1,50 m qui nous sépare, est-ce que nos corps éthériques se touchent ou pas ? Et c'est très important parce que finalement, c'est à partir de là qu'on peut dire, il y a solidarité ou il n'y a pas solidarité, ou c'est chacun pour soi, chacun son corps d'énergie. En fait, il faut se rendre compte qu'on prend, qu'en faisant ça, en partant du petit moi, qu'on prend les choses à l'envers. En fait, ce corps éthérique que je suis, ce n'est qu'un élément, qu'un échantillon, qu'une partie du corps éthérique beaucoup plus vaste, par exemple, du groupe que nous formons tous ensemble, qui est un. Qui est une partie du corps éthérique peut-être de ce bâtiment, de ce lieu, de cet espace. Qui est une partie du corps éthérique de la région dans laquelle nous vivons. Qui est une partie du corps éthérique, je vais aller plus vite parce que sinon on y est encore pour ce soir, qui est qu'une partie du corps éthérique planétaire. Donc finalement, mon corps éthérique n'est qu'une parcelle qui baigne complètement dans le corps éthérique de la planète. Lequel corps éthérique de la planète baigne complètement dans le corps éthérique du système solaire, avec les autres planètes. Donc toutes les planètes se touchent par le biais de ce corps éthérique. Et les systèmes solaires, même s'ils sont éloignés les uns des autres, puisque le prochain système solaire est à peu près à 4 années-lumière, eh bien le corps éthérique de ces deux systèmes solaires, pourtant, eux aussi, ils vont se toucher. Et même s'ils sont encore beaucoup plus éloignés par rapport à Sirius, 8 années-lumière, non, là, s'ils ne se touchent pas directement, seulement le corps éthérique de chaque étoile baigne complètement dans le corps éthérique de la galaxie dont nous faisons tous partie. 150 milliards d'étoiles. Et ces galaxies se touchent aussi par des corps éthériques de plus en plus vastes. Bref, au lieu de voir quelque chose de séparé, au lieu d'imaginer, comme quelquefois la science astronomique nous l'a dit, eh bien le monde stellaire est un immense monde avec de vides absolument incroyables entre les planètes, entre les étoiles, entre les galaxies. Des milliers d'années-lumière de vide. On sait maintenant que ce n'est pas vrai du tout, qu'il n'y a pas de vide. Alors, la science l'explique autrement, par d'autres processus, par le plasma, par l'existence de courants électriques. Maintenant, les toutes dernières théories sont justement dire que l'univers est électrique et qu'il est complètement, constamment parcouru d'énergie électrique. Ou bien on parle d'énergie sombre. Bref, il y a beaucoup de théories là-dessus parce que les scientifiques n'arrivent pas encore à bien démontrer ce qu'il en est. Mais une chose est sûre, le vide a vécu. Les espaces entre les mondes, ça a vécu.
nous nous touchons tous, bel et bien, constamment, par le biais de ce corps éthérique. Et ce serait très intéressant, même pour nous, d'arriver à visualiser ce corps éthérique. De plus en plus d'enfants vont le réaliser. Ce n'est pas du tout une fonction spirituelle, voir le corps éthérique. C'est une fonction simplement de notre œil physique qui devient de plus en plus subtil. Et de plus en plus de personnes, simplement, dans certaines situations, arrivent à voir un petit peu ce halo grisâtre qui entoure les gens, ou les arbres, ou les animaux. Et donc, on arrive à voir de plus en plus ça. Et c'est vrai que les enfants vont développer de plus en plus cette capacité. Et du coup, ça va être impressionnant de percevoir tout ce qui se passe. Ça veut dire que si je fais un mouvement comme ça, apparemment ça ne vous a rien fait, mais si vous visualisez le mouvement que j'ai fait, ça atteint les derniers rangs. Et c'est exactement comme s'il y avait, vous voyez, un courant d'air, ou comme s'il y avait simplement un tel mouvement dans l'eau. Ça fait une onde. Si mon onde elle est bienveillante, tout va bien. Si j'ai fait ça accompagné, je ne vais pas le faire, par de la colère, eh bien cette colère, elle va atteindre les gens au bout de la salle, et même plus loin. Et ces gens au bout de la salle eux-mêmes, eh ben, ils vont faire quelque chose. Ils vont dire, tiens, pourquoi est-ce que je ne suis pas bien? J'ai aucune raison, mais moi je ne suis pas bien. Et vous, à leur tour, ils relaient l'énergie qui va toucher l'autre, qui va toucher l'autre, qui va toucher l'autre. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Parce que le corps éthérique, comme je viens de vous le montrer, c'est un système de poupées russes dans lequel eh bien, on est tous dans un corps éthérique de plus en plus vaste, et finalement ça finit par toucher tout. D'où finalement, oui, cette fameuse parole d'un poète anglais, qui cueille une fleur détourne une étoile. Ça peut paraître bizarre, exagéré, mais si on regarde bien le processus du corps éthérique, c'est ça. Qui cueille une fleur détourne une étoile. Parce qu'on arrive véritablement à avoir des conséquences sur tout. Évidemment, c'est pas aussi important que d'arriver à détourner une étoile, mais si on arrivait à visualiser cela, si on arrivait à comprendre ce qui se passe, on se rendrait un petit peu mieux compte que oui, nous ne sommes pas séparés, nous sommes un ensemble solidaire. Et qu'on ne peut pas échapper à cette solidarité universelle. Et que depuis les galaxies, les étoiles, les planètes jusqu'à chez nous, eh bien, tout cela se tient et tout ça est un seul et même organisme. La physique quantique dit la même chose. On en reparlera un petit peu tout à l'heure avec des expériences qui montrent que nous sommes dans un univers où tout se touche en permanence. Ils le disent pas avec le corps éthérique, avec d'autres expériences, mais ça revient au même. Et puis ça a été notre thème de l'année dernière. Vous vous souvenez? Nous sommes des énergies. Manipulées par des énergies et cherchant à manipuler des énergies. Et oui, et ces énergies, elles sont infinies, ces énergies, elles ne sont pas limitées, puisqu'elles voyagent tout le long du corps éthérique. Donc partout, que ce soit les énergies astrologiques, que ce soit des énergies beaucoup plus proches, nous sommes tous un carrefour d'énergie en permanence. Évidemment, et tout ce qui se vit à chaque fois a des répercussions sur l'ensemble. Et prendre conscience de toutes ces répercussions, de tout ce phénomène, est extrêmement important. Voilà pourquoi la solidarité, quand on va par là, elle cesse complètement d'être une attitude sympathique pour devenir l'état de fait fondamental de l'univers tel qu'il est. Et si même nous, on a du mal à concevoir les aspects universels, parce que ça nous échappe peut-être un petit peu, c'est trop loin, si déjà on peut voir celui de la Terre, alors là, c'est vraiment déjà extraordinairement important. La Terre comme un organisme fondamental et donc éminemment solidaire. Et on va essayer d'explorer un certain nombre de choses du point de vue justement de cette solidarité, d'essayer de voir qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, on pourrait dire que cette conscience solidaire, elle rejoint ce que nous on appelle la conscience du tout, la conscience de l'âme. L'âme est forcément solidaire, l'âme est forcément consciente de cette solidarité, puisque l'âme ne se sépare pas, puisque l'âme est groupe. Et que l'âme fonctionne complètement par rapport à cela. Donc ce qu'on appelle, nous, la conscience de l'âme, la conscience unitaire, qui inclut tout, la conscience fondamentale de l'unité, c'est cette conscience solidaire. Donc, comme nous l'avons vu la fois dernière, le secret de l'éducation et non pas de l'élevage, c'est justement d'amener cette éducation au monde de l'âme, au monde de l'ensemble. Cette éducation solidaire va être une clé vraiment à développer par rapport à cette éducation, aussi bien des adultes, et naturellement ensuite des enfants, puisqu'il faut d'abord éduquer les adultes pour que ça puisse ensuite être fait au niveau des enfants. On pourrait dire, si c'est un principe aussi universel, personne n'y échappe. Tout le monde vit dans cette solidarité. Que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, enfin tout ce qui vit sur Terre, tout le monde vit complètement dans cette solidarité. On fonctionne forcément comme ça. On peut dire, ouais, alors où est le problème ? Pourquoi en faire un système éducatif, puisque de toute façon on fonctionne comme ça et qu'on ne peut pas y échapper? C'est là où on va distinguer deux choses importantes. Le fonctionnement solidaire, c'est pas pareil que la conscience solidaire. Et quelquefois, confondre fonctionnement et conscience, ça amène des malentendus qui sont importants à dissiper. Fonctionnement solidaire. Et là, je ne parle pas naturellement de
avoir des attitudes solidaires. Hein. Ça là, je les mets de côté, d'accord? C'est parce que justement, on ne reconnaît pas la solidarité qu'on a des actions solidaires. Quand est-ce qu'on fonctionne véritablement en conscience solidaire? C'est intéressant de revoir, pour bien comprendre ça, surtout pour ceux qui peut-être ne l'ont jamais vu, la courbe de l'involution et de l'évolution de l'humanité. Pour ceux peut-être qui ne l'ont jamais vu, cette courbe, c'est le parcours de l'humanité à travers toutes ces incarnations. À savoir que ici, on parle en tant qu'âme, nous sommes donc tous âmes au point de départ, et en tant qu'âme, eh bien, nous avons amené ces qualités d'amour sur Terre. Et pour amener ces qualités sur Terre, on va passer des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de vies à s'individualiser, à fabriquer un outil qu'on appelle la personnalité, à devenir un rouage particulier et spécifique de ce grand système solidaire, un système performant. C'est ce qu'on appelle la personnalité, c'est ce qu'on appelle donc le moi, l'affirmation du moi ici. Naturellement, plus on va descendre, plus on va perdre complètement le processus collectif qui est une évidence ici. Et ici, on va trouver quelque chose qui est remarquablement individuel. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. Là, un système solidaire, pas question, moi. Et puis, plus on va remonter, plus on va évoluer, et plus on va remonter vers la fin de l'histoire donc concernant la planète Terre, à savoir qu'on aura réussi à amener l'amour sur Terre, et c'est là où on retrouve véritablement dans le collectif. On pourrait diviser presque cette courbe en 2 points. On pourrait dire que quand on est vraiment ici, en haut, la solidarité est une espèce d'évidence. On est groupe, on est collectif, on sait très bien que ça fonctionne ensemble. Par contre, en dessous, il y a un grand moment où on est beaucoup plus donc dans le séparé. Pour montrer combien le moment où on va passer dans le séparé, c'est juste un petit moment de l'histoire humaine, mais qui aura effectivement beaucoup de conséquences. À travers ça, on pourrait raconter un peu l'histoire de la solidarité à travers 3 états de conscience que l'on trouve actuellement sur la planète. Il y a d'abord des gens qui sont encore, ici par exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler les peuples premiers. Les peuples premiers, ce sont des gens qui vivent encore complètement en fonctionnement solidaire. Quand vous rencontrez des gens de peuples premiers dans la forêt, dans la savane, dans quelques endroits, dans quelques continents que ce soit, pour eux c'est une espèce d'évidence que la solidarité. Ils se disent complètement en union avec la nature, en union avec les animaux, les végétaux, en union avec le vent, en union avec le soleil, en union avec la forêt, en union avec les devas. Les chamans s'occupent justement de mettre constamment en relation tout ça. Et donc pour eux, tout ça, c'est un tout. À aucun moment, ils se disent « et moi là-dedans ». À aucun moment donné, ils ne cherchent à dominer, ils ne cherchent à prendre le pouvoir sur cette nature. Non, c'est quelque chose dont ils se sentent complètement faire partie comme un simple maillon, même valeur que les autres, mais voilà, ils sont un maillon de la chaîne. Là, on trouve effectivement des fonctionnements solidaires. Mais est-ce que, parce qu'ils ont un fonctionnement solidaire, ont-ils la conscience universelle solidaire? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces peuples n'ont pas encore du tout développé le mental abstrait. Donc leur expérience, elle est simplement très locale. Ça veut dire que eux, de ce qu'ils vivent, et pour pouvoir vivre, on pourrait même dire, c'est absolument évident qu'ils peuvent décrire, ils ont eu conscience, ils ont cette conscience de solidarité qui est locale, qui était expérientielle, et qui montre simplement, nous voilà, on la vit comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est beaucoup plus loin, ça, pour l'instant, ils ne peuvent pas dire, puisqu'ils n'ont pas encore pu développer le mental. Donc c'est une conscience qui est extrêmement aussi localisée, concrète, en rapport avec ce qu'ils vivent. Mais c'est sûr que c'est vraiment intéressant de voir combien pour eux, la nature, eux-mêmes, tout ça, c'est un tout solidaire. Et puis, on a ensuite ce monde du moi, qui est le monde de la conscience individuelle. Dans ce monde de la conscience individuelle, comme je vous le disais tout à l'heure, il est important que chacun d'entre nous, on développe notre spécificité. Quel rouage sommes-nous de cette grande machine solidaire? L'âme a besoin de nous en tant qu'être spécifique. Et même s'il est intéressant de considérer que c'est l'humanité tout entière, bien sûr, qui est un gigantesque rouage de la planète Terre, mais au sein de cette humanité et en fractal, chacun d'entre nous, on a un petit quelque chose à apporter. Et qui dit solidarité ne veut certainement pas dire unanimité, ça ne veut certainement pas dire une espèce d'uniformité. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas tous pareils, c'est au contraire tous différents, exactement comme les rouages d'une montre. Plus la machine est complexe, plus chacun est particulier et a un rôle particulier à jouer. Et c'est ça que nous devons développer dans ce temps de la conscience individuelle. Voilà pourquoi, momentanément, dans cet état de conscience, on ne veut plus entendre parler de solidarité, de collectif. La conscience solidaire est remplacée par une conscience solitaire. Et quand je dis solitaire, n'entendez pas quelqu'un qui est tout seul.
Solitaire, c'est simplement quelqu'un qui cherche à se spécifier. Quelqu'un qui cherche à dire « je suis seul de mon espèce ». On est tous des humains, mais il n'y en a pas deux comme moi. Et j'ai des caractéristiques et j'ai vraiment donc une certaine valeur. Je suis cela. Mais donc, qui dit solitaire n'est pas du tout solidaire. On est vraiment très très loin. On est même complètement aux antipodes. Et du coup, on agit comme on le fait sur la planète. On agit d'une manière souvent désastreuse sur la planète parce qu'on ne se rend pas compte, on ne veut pas savoir, parce que ça ne nous arrange pas, que c'est un système solidaire. Et donc, on change les pièces, on en supprime, on en fait d'autres, etc., au détriment de tout. Et vous connaissez donc tous les inconvénients et tous les désastres que ça a donc sur notre planète. Et puis, quand on va remonter, quand on va passer dans l'évolution, on va passer dans un troisième état de conscience, on pourrait dire dans une autre société, où là, on commence à nouveau à se réintéresser aux autres. Une fois qu'on s'est affirmé, une fois qu'on a trouvé quelle était la pièce qu'on était, on se dit « ouais, mais je fais partie de quoi? Maintenant, je suis une pièce, mais je sers à quoi? Dans quelle machine je suis ?» Et c'est là qu'on commence à s'intéresser à la société, aux autres, à reconnaître les autres. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? À s'apprécier ensemble, à reconnaître que finalement le système solitaire n'est certainement pas un système viable. Je ne peux pas vivre tout seul comme si j'étais tout seul. Et donc c'est là où la conscience de l'autre, la conscience d'ensemble, et puis la conscience de l'âme, puisque tout ça, ça va avec, ça émerge. Progressivement, je sens de plus en plus ce que je suis fondamentalement. Et comme l'âme est groupe, comme l'âme est ensemble, ça me remet complètement sur la piste du solidaire. Et je développe progressivement une conscience solidaire. Ne serait-ce que par exemple, encore une fois, selon les progrès que je disais tout à l'heure, voilà, je commence à percevoir cette conscience solidaire, même simplement planétaire. C'est évident, pour moi, tout est solidaire sur la planète. Alors c'est super. Il y a un petit problème. C'est que dans cet état de conscience, c'est pas parce que j'ai l'état de conscience solidaire que j'ai un fonctionnement solidaire. C'est là que je vais m'apercevoir qu'il y a un certain manque de cohérence difficile. Oui, je suis conscient que tout est un, que tout est interdépendant et que tout ce que je fais a une conséquence, tout ce que je dis a une conséquence, tout ce que j'achète a une conséquence, tout ce que je roule avec ma voiture, enfin, tout a des conséquences sur la planète. Je suis conscient. Et alors, tu changes? C'est pas facile dans notre société. Ben oui, voilà, c'est pas facile dans notre société. C'est vrai que notre société, elle est tellement faite par et pour les solitaires, et pas du tout pour les solidaires, que c'est pas facile du tout d'un seul coup de passer complètement dans un fonctionnement solidaire, alors qu'on a éventuellement cet état de conscience. C'est là qu'on se met quelquefois à rêver des gens qui sont là. Et c'est là qu'on dit, quand même, eux, ils sont bien. Voilà pourquoi dans notre société actuelle, on a une espèce de nostalgie des gens qui ont un fonctionnement solidaire. Ils n'ont peut-être pas une conscience aussi abstraite que nous, planétaire, etc., mais au moins, ils ont un fonctionnement solidaire. Et donc souvent, on va aller chercher. On dit, mais vous qui avez gardé une sagesse, vous qui n'abîmez pas la planète, comment vous faites? Et effectivement, ils vont nous raconter comment ils font. Ils vont dire, c'est important de respecter les arbres, c'est important de respecter les esprits de la nature, c'est important de... Et c'est là que quelquefois on fait l'erreur. Parce que du coup, nous, on s'est dit, bon voilà, leur sagesse, il faut qu'on la transpose chez nous. Ah non, c'est pas transposable. Ça, c'est eux. Ils ont un fonctionnement solidaire, automatique, lié donc à leur vécu depuis très très longtemps, mais lié à leur conscience solidaire, locale, momentanée, sur place. Nous, on ne peut pas transmettre ça. Nous, il faut qu'on retrouve un fonctionnement solidaire en entrant de plus en plus dans la conscience. C'est parce qu'on va être de plus en plus dans cette conscience solidaire que progressivement, l'incohérence momentanée que nous avons va faire place progressivement à une cohérence. C'est là que les choses vont changer. Mais on ne peut pas du tout faire demi-tour. Et on ne peut pas dire non plus, comme dans le film La Belle Verte, arrête ton tout. Redevenons comme eux. Ah bah non, parce que on sait très bien que chaque fois qu'on revient en arrière, c'est comme si on revenait en arrière dans l'histoire de l'humanité. On ne peut pas régresser dans l'histoire de la conscience. On est passé par ce stade, c'est sûr qu'on était dans cette solidarité, qu'on l'a complètement perdue, mais qu'on doit la retrouver autrement, avec un autre état de conscience, avec un état de conscience qui va beaucoup plus loin, avec justement ce que je vous ai décrit tout à l'heure, l'état de conscience, solidarité universelle. Et pas simplement local, momentané et dépendant simplement d'action. Si je fais ça, je suis solidaire. Si je fais ça, je suis solidaire. Ce que quelquefois, vous voyez, on pourrait reprocher à certaines applications écologiques, où des gens se contentent quelquefois de faire certains actes écologiques ou certaines choses solidaires en disant « du coup, je suis solidaire ». Non, j'ai un fonctionnement en solidarité, mais j'ai peut-être pas la clé fondamentale. Or, ce qu'il nous faut trouver maintenant, nous, c'est justement la clé de conscience.
Quelle est la clé de conscience? Qu'est-ce qui amène ce fonctionnement? Qu'est-ce qui fait qu'il faut que nous retrouvions en tant qu'être, en tant qu'âme, il faut que nous retrouvions ce qui est à l'origine de tout cela? C'est quoi cette solidarité universelle? Et c'est ça que nous devons développer. Voilà pourquoi dans ce processus d'éducation solidaire, c'est à cela que nous devons rechercher. Nous devons véritablement maintenant rechercher comment en nous et comment ensuite avec les enfants retrouver cette origine, retrouver ce point de fonctionnement qui est extrêmement important. Qu'est-ce que ça donne quand on le trouve? Plusieurs points. Quand on retrouve cette conscience solidaire, il apparaît d'un seul coup combien nous vivons dans un ensemble. Même si je le restreins pour l'instant à la planète Terre ou au système solaire, c'est un ensemble. Nous dépendons de cela. Et par conséquent, cet ensemble, s'il existe, c'est un organisme, il est vivant, il est conscient. Donc, il a un objectif, donc il a un but. Et c'est là où ça va très loin. Quand je commence à accepter l'hypothèse d'un système solidaire, ça veut dire que c'est un organisme et qu'il n'existe pas d'organisme sans conscience. Ça n'existe tout simplement pas. Donc il y a une conscience derrière tout ça, derrière le système solaire. Il y a une conscience derrière le système planétaire. Et forcément, cette gigantesque conscience, elle a un plan, qu'on appelle quelquefois le plan divin. Donc il y a un dessein. Et finalement, trouver cette conscience solidaire, ça implique forcément de dire, mais progressivement, il faut se mettre au courant de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cet organisme il a derrière la tête. Finalement, la solidarité, telle qu'elle nous apparaît, n'est que l'aspect apparent de quelque chose qui est une intention prodigieuse qui se trouve derrière. On va découvrir, évidemment, puisque c'est la qualité de la solidarité, que le but fondamental de cette entité, en ce qui nous concerne, c'est l'amour. L'amour est la qualité fondamentale qui doit être mise en place dans ce processus. Ça tombe bien, solidarité et amour, c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. Et puis on va découvrir aussi, c'est pas rien, le rôle de l'humanité. Comme je vous le disais, nous sommes venus ici, donc en tant qu'âme, pour amener cet amour sur Terre, quand on aura construit cette personnalité. Donc on n'est pas venu là par hasard, on ne s'est pas développé par hasard. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de cette grande entité. Donc on est complètement solidaire de cette histoire. On ne peut à aucun moment s'en désolidariser. On fait partie de ça. Et puis du coup, en tant qu'humanité, si on comprend notre rôle, on arrive aussi peut-être progressivement à comprendre, et moi, petite brique dans cet ensemble, petit rouage dans cet ensemble, qu'est-ce que j'amène ? Même si c'est extraordinairement modeste, dans toute machine, il y a toujours des petites pièces qui ont l'air de rien, mais si elles cassent, c'est foutu. Hein, vous souvenez-vous de cet accident de chemin de fer terrible il y a quelques temps? Il y avait simplement un petit boulon qui avait cassé, seulement pas de peau, c'était un aiguillage, pas de peau au moment où le train passe, pas de peau au moment où il rentre en gare, et des dizaines de morts. Donc souvent, oui, c'est important de voir qu'on n'a pas l'air important comme ça, mais tout est important dans un système solidaire. Et donc on peut découvrir finalement tout cela, ça se résume qu'en disant quel est le sens. Et ça, pour nous-mêmes, dans une société actuellement où on s'interroge souvent sur le sens que ça a, si on s'interroge en disant mais est-ce qu'on n'est pas en train de retourner en arrière? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir comment tous ces pays qui retournent un petit peu dans la fermeture, dans tous ces gens, dans tous ces peuples, etc., qui ont l'air de plus vouloir être dans l'amour, mais au contraire dans le séparatisme, est-ce qu'on n'a pas tendance un petit peu à refaire un retour en arrière là? Se dire non, tout ça, ça a un sens. En comprenant les deux acceptions du mot sens, ça veut dire que ça a une signification et il y a une direction. Et cette direction fait qu'on ne revient jamais en arrière. Mais que momentanément, il y a toujours il y a des moments, des passages pour et des moments contre. Parce qu'il y a toujours, l'évolution ne se fait jamais comme ça en ligne droite. Il y a toujours des actions suivies de réactions. Et à nouveau des actions qui nous amènent plus loin, et souvent réactions. L'humanité avance comme ça. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais de toute façon, on avance. Donc il ne faut pas s'affoler. Et si on comprend justement qu'on est complètement solidarité de ce grand processus et de ce sens, mais ça donne finalement quelque chose de fantastique. Là, on commence à comprendre véritablement l'histoire de cette humanité, l'histoire de ce plan. Et c'est vrai que pour les enfants, donner un sens, et un sens global, et un sens solidaire, dans lequel même eux comptent sur eux pour apporter leur petite pièce, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Deuxième chose qu'amène cette conscience de solidarité universelle, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore beaucoup insisté. J'ai beaucoup insisté sur une solidarité qu'on pourrait appeler horizontale. Les organismes entre eux, les structures entre elles, un système comme ça de poupée russe, un système d'interpénétration, d'interdépendance. Mais il y a un système qui est fondamental aussi dans la solidarité, c'est le système vertical.
La solidarité fondamentale qui existe entre l'esprit et la matière, entre le monde de l'âme et le monde de la forme, entre le monde du subjectif et le monde de l'objectif. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et que souvent on passe un peu sous silence. Quand on imagine justement souvent la solidarité, on oublie un petit peu cette solidarité-là. Et pourtant, elle fait partie complètement à part entière de cette solidarité universelle. Par exemple, la solidarité entre l'âme et la personnalité, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, c'est vrai qu'elle existe. C'est vrai que quand on passe dans ce moment-là, dans ce passage de conscience individuelle, on l'oublie complètement. La personnalité se développe pour elle-même. Mais lorsqu'elle retrouve finalement ce sens-là, quand elle s'interroge sur la solidarité et le sens de tout cela, elle retrouve cette solidarité qui est depuis le début, puisque c'est l'âme qui a créé la personnalité. Et puis nous découvrions la solidarité qui existe à tous les niveaux. Donc entre ce que nous sommes fondamentalement et puis ce que nous acceptons d'être. Entre ce que nous pensons et puis ce que nous faisons. Hein, vous connaissez toute cette phrase, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ou bien entre notre conception immense de la solidarité et puis souvent nos sautes d'humeur, nos difficultés, au quotidien. Et donc se rendre compte que finalement là aussi tout se tient et qu'on ne peut pas se permettre de séparer quoi que ce soit. Et quelquefois, c'est pas facile. Quand on a tendance quelquefois à pas être bien et à avoir de mauvaise humeur et puis à avoir d'un point, on dit mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu relargues dans l'atmosphère autour de toi? Est-ce que tu te rends compte que ton corps éthérique, par le biais du corps éthérique global, tout ça tu le partages allègrement? Ouais, m'est égal, oui, mais la solidarité, oui, zut. Il y a des tas de moments, vous voyez, où comme moi, la solidarité, bon. C'est ça qui est difficile, c'est de comprendre que de toute façon, on n'y échappe pas à n'importe quel moment. Quand on est dans la radiance joyeuse, tout va bien. C'est vrai que quand on a des moments plus difficiles, c'est vrai que ça partage tout autant. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, la solidarité. Et aussi comprendre que ça peut nous atteindre. Comprendre que bien souvent, quand vous êtes entouré de personnes qui ne vont pas forcément très très bien, si jamais vous vous interrogez en disant « Pourquoi moi non plus je ne vais pas très bien alors que j'ai aucune raison ?» C'est parce que ça vous atteint. Donc on ne peut pas échapper à ce que vit l'ensemble. D'où aussi la nécessité de faire évoluer l'ensemble, parce qu'on ne peut absolument pas échapper à tout ce que tout le monde vit. Par exemple, on va dire, mais je ne peux quand même pas être solidaire de tout ce qui se passe dans le monde. Et pourquoi pas? On est tous dans le même bateau. C'est tout ça, c'est une humanité une. Même si je me trouve ici quelque part dans la courbe en train de remonter parce que je comprends la solidarité, je dois me trouver en solidarité avec tous ceux qui la nient, et tous ceux qui fonctionnent en solidarité sans véritablement avoir la conscience abstraite de cela. Tous ces niveaux-là, tout ça, nous faisons tous partie du même sens et de la même histoire. Et sans pour autant cautionner certaines personnes qui effectivement donc détruisent par le côté solitaire, le côté solidaire, mais on fait quand même partie de l'ensemble et on est forcément solidaire. Il faut faire en sorte qu'on avance tous ensemble et qu'on prenne en compte tous ensemble. Il ne s'agit pas de mettre qui que ce soit de côté. Tous solidaires. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire cautionner, hein, j'insiste encore une fois. Ça ne veut pas dire soutenir. Mais on ne peut pas se séparer. Exemple que j'ai cité aussi quelquefois dans d'autres conférences. Comment on a une certaine tendance actuellement, par exemple, à complètement désolidariser l'évolution du climat et le psychisme humain. On dit, mais ça n'a aucun rapport. Le climat, c'est uniquement la pollution. Non. Ça joue. Mais déjà, la pollution, c'est une évolution du psychisme humain, problème de désir, mais il y a plein d'autres choses. Nous avons une influence énorme sur le climat. Est-ce qu'on peut se désolidariser de Xi Jinping, Donald Trump non, certainement pas. Ils font partie justement de personnes qui, pour l'instant, jouent le côté solitaire. Et ceci dit, ils sont extraordinairement responsables de l'organisme qui est le leur. C'est les États-Unis d'abord, ou c'est la Chine d'abord. C'est un état de conscience dont on ne peut absolument pas se désolidariser. Et les difficultés que nous avons en Europe, même si on n'a pas un tel être comme ça donc à la tête, c'est exactement du même ordre. Donc ce que nous vivons avec les difficultés européennes, ou ce que vit en Chine, ou ce que vit les États-Unis, c'est peut-être la même histoire, à savoir fondamentalement une difficulté qu'a l'humanité à réaliser et à passer que nous sommes tous solidaires dans cette histoire d'évolution. Et qu'à un moment donné, les égoïsmes personnels, il va falloir les ranger de côté. Non, il y a des côtés qui disent, non, on va résister à cela parce que nous, on n'en veut pas. C'est nous d'abord. Bon, c'est pas grave. C'est difficile à passer,
Mais de toute façon, le mouvement est absolument inarrêtable. La solidarité ne peut pas être arrêtée simplement par des petits aléas de l'histoire tout à fait momentanés. D'autant plus que si nous on le comprend et qu'on est tout à fait solidaire de ce qui se passe, on amène les gens à avancer de plus en plus vers là-bas. Donc oui, c'est intéressant d'arriver à voir que quoi qu'on regarde, et souvent dans notre quotidien, on dit ah non mais ça n'a aucun rapport. Mais rien ne peut avoir aucun rapport. Tout a un rapport avec tout. Et rien que ça, si on y réfléchit, c'est tout à fait impressionnant. Et on comprend pourquoi quand on a la conscience solidaire universelle, c'est très difficile d'en avoir le fonctionnement. Parce que ça paraît tellement quelque chose qui remet en question tous nos fonctionnements solitaires. Et oui. Mais progressivement, on y arrive. Progressivement, on va s'éduquer de plus en plus donc à ce processus solidaire et ça va avancer. Quels sont les moyens qui vont nous permettre donc de s'éduquer à cela? On va voir 3 moyens fondamentaux. C'est plus des titres d'ailleurs que nous allons développer dans les mois qui viennent. On aura l'occasion d'y revenir parce que ce sont des sujets immenses. Le premier élément fondamental qui nous éduque à cette solidarité universelle, c'est la sensibilité. On pourrait dire que la sensibilité, c'est vraiment le moyen de communication universelle. C'est ce qui permet que tout communique avec tout, ne serait-ce que sur le champ du corps éthérique. C'est pour ça que souvent, être sensible au champ éthérique est déjà une première tout à fait intéressante. Être sensible aux énergies, être sensible à ce qui se passe, aux énergies d'un lieu, aux énergies des êtres, etc. Se rendre de plus en plus sensible à ça. Il y a eu récemment des études et des livres célèbres qui sont sortis pour montrer l'extraordinaire sensibilité entre les plantes. On connaît celle entre les animaux, on connaît celle aussi au niveau du minéral. Bref, on s'aperçoit que finalement la sensibilité est absolument partout. Que nous, notre sensibilité au niveau astrologique, on en a parlé le mois dernier, ou simplement ça montre aussi l'extraordinaire sensibilité des planètes entre elles, ou des étoiles entre elles. Et donc la sensibilité, c'est la capacité de capter l'état vibratoire de tout l'environnement et de tout ce qui vient. Ça, c'est vraiment énorme comme système. Et tout est sensible, mais pas émotionnel. Je m'explique. Vous connaissez certainement cette expérience, une des premières expériences qui a été faite sur la sensibilité des plantes. Ça date déjà de plusieurs dizaines d'années. Dans une pièce, on a mis une plante avec des capteurs, une machine qui capte les vibrations de la plante. Elle est dans cette pièce, toute seule, aucune vibration spéciale, tout va bien. L'expérience qui est mise au point, c'est tout simplement de demander à 10 personnes d'entrer chacune leur tour dans la pièce où se trouve la plante. Et là se trouve une corbeille avec des papiers, et d'en tirer un au hasard. Ils lisent ce qu'il y a sur le papier, et pour 9 d'entre eux, c'est indiqué, vous remettez le papier à côté de la corbeille, et vous sortez dans l'autre pièce. C'est tout. Il y en a une personne donc, qui va tirer le papier différent sur lequel il est écrit. À côté de la corbeille, il y a une aiguille. Vous prenez cette aiguille, vous allez vers la plante, vous prenez une feuille et vous la percez de quelques trous. Vous remettez l'aiguille et vous sortez. Personne, même les expérimentateurs, ne sait qui a fait ça, puisque les gens entre eux ne parlent pas. Et puis donc, deuxième temps de l'expérience, on redemande ensuite aux personnes, à nouveau, d'entrer un par un, donc dans la pièce, face à la plante. Et au moment où la personne qui a piqué la plante entre dans la pièce, l'appareil montre les tressaillements de la plante. Bref, il s'est passé un échange sensible. La plante a senti l'individu et certainement réciproquement. Pourquoi est-ce qu'on y met toujours des interprétations quelquefois un petit peu bizarres, anthropomorphiques? Quand vous lisez cette expérience, parfois on traduit « la plante a reconnu son agresseur ». La plante a eu peur d'avoir mal, et s'y remettait ça. La plante dit « ouh là là, alors voilà encore lui ». Toutes les interprétations, vous voyez, que nous, on prête tout simplement aux plantes. Et c'est ça souvent qui est le défaut, c'est que dès qu'on est en présence d'expériences sensibles, on ne peut pas s'empêcher d'y mettre une interprétation émotionnelle à notre sauce. Or non, simplement la plante et l'individu ont interagi. Peut-être parce que la personne qui rentre à nouveau dans la pièce, elle a un contact avec cette plante. Elle reconnaît cette plante qu'elle a piquée. Donc forcément, elle rayonne quelque chose. Elle n'est pas neutre. Et donc il y a quelque chose qui se passe. Donc tout ce qu'on peut dire de cette expérience, c'est qu'il y a échange sensible entre les deux. Et je ne sais pas si ça a été fait, mais j'ai pas trouvé. Mais peut-être que tout simplement, si la personne, au lieu de piquer la plante, s'était simplement approchée d'une feuille et l'avait touchée ou caressée, certainement que l'effet aurait été exactement le même. Le fait de piquer est certainement tout à fait anecdotique. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve simplement, à un niveau beaucoup plus grand,
une expérience de physique quantique qui fait que quand on va appairer, quand on va mettre ensemble deux particules et qu'on leur donne un système de rotation, et qu'ensuite on envoie ces deux particules dans deux directions différentes, très 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 loin l'une de l'autre, et qu'à distance, on réussit à faire varier le sens de rotation d'une particule. Instantanément, je ne dis pas à la vitesse de la lumière, instantanément, l'autre particule change son sens de rotation. Et donc en physique quantique, c'est pour ça qu'on dit, comme je disais tout à l'heure, tout se touche en permanence, et ceci même si c'est à l'autre bout de l'univers. Quelle est la force qui fait que la particule autre a été informée que sa jumelle a changé de rotation? On n'en sait strictement rien. Pourtant, les distances sont énormes et pourtant tout se touche. Le corps éthérique est là et les informations voyagent à vitesse infinie, à vitesse complètement instantanée. Voilà pourquoi la sensibilité, c'est tellement fondamental à développer, parce que c'est ce qui peut nous informer de tout ce qui vibre partout à tous les niveaux, de tout ce qui se passe. C'est pour ça que nous allons donner une grande importance au développement des 5 sens, déjà à partir de la prochaine fois. Non pas les 5 sens, simplement d'un point de vue physique, parce qu'on n'irait pas très très loin, mais les 5 sens dans leur développement spirituel, ou dans leur développement subtil, les 5 sens dans leur développement peut-être les moins imaginables, qui vont nous mettre en rapport avec une sensibilité aussi tout à fait intéressante. Mais je vous disais, sensibilité n'est pas émotion. Non. L'émotion, c'est vraiment quelque chose qui est typiquement humain, quelquefois aussi un petit peu au niveau animal, et qui est relié à l'individualisation. Plus un animal tend à s'individualiser et à développer déjà un petit peu le mental, et bien plus il y a cette émotion. Pourquoi ? Parce que l'émotion, c'est tout simplement la traduction d'une sensation au niveau du moi. C'est comme si, à la vitesse de l'éclair, dès que vous avez une sensation, vous vous dites « j'aime ou j'aime pas ? Ça me fait du bien ou ça me fait pas du bien ?» Et vous voyez, c'est tellement instantané qu'on n'a vraiment même pas le temps de se poser la question. Mais c'est automatique. Nous sommes là parce que finalement, donc, toute sensation, pour nous, c'est une forme aussi de protection, et c'est une forme de choix. Qu'est-ce que je vais faire de cette sensation ? Comment classer cette sensation ? Vous verrez que, instantanément, la moindre sensation, vous la traduisez en bon, pas bon, intéressant, pas intéressant. Et aussitôt suit le désir. J'en veux, si c'est bon. Ou au contraire, j'en voudrais. Ou au contraire, ah non, c'était pas bon, donc j'en veux pas. Désir ou répulsion. Et donc la chaîne sensation, émotion, désir ou répulsion, elle est instantanée. Mais regardez comme autant la sensibilité va nous mettre au diapason de cette solidarité universelle, autant l'émotion va nous en couper. Imaginez justement que je suis en écoute, en perception de tout ce qui se passe à tous les niveaux. Je sens ce qui se passe sur chacun d'entre vous, sur ce qui se passe dans la salle, sur ce qui se passe autour, ce qui se passe au-delà, quelles sont les énergies qui viennent. Je peux sentir tout ça. Naturellement, pas tout en même temps. Je peux sélectionner, mais voilà, il peut y avoir pas normal, mais tout ça est à disposition. Si à un moment donné, je dis « ah non, mais ça, j'aime pas. Ah, ça, j'aime bien, cette vibration-là. Ah, ça, non, je déteste ça. Ah, oh, non. Ah, ça, oui, intéressant. » J'ai fini. Je me coupe complètement de la solidarité parce que je fais mon marché. Parce que je suis dans le j'aime, j'aime pas. Il y a des choses que j'apprécie, des choses que je n'apprécie pas. Et donc, finalement, il y a des pièces que j'aime et des pièces que je n'aime pas. Et donc, je perds complètement ce processus de solidarité pour avoir un système de préférence. Et je recrée finalement des systèmes solitaires, en disant ça, j'aime pas. Et je peux me recréer mon propre système à moi, fait de ce que j'aime, et je laisse de côté ce que j'aime pas. Et je ne suis plus du tout dans la solidarité. Je me désolidarise complètement de ce que mon émotionnel a jugé comme n'étant pas appréciable. Voilà pourquoi, nous le reverrons, il va être intéressant progressivement de surtout pas confondre sensibilité et émotion. Notre sensibilité, il va falloir qu'elle se développe à l'infini. L'émotionnel, au contraire, est quelque chose qui va tendre à diminuer progressivement au fur et à mesure que le moi diminue. Au fur et à mesure qu'on se remet dans la solidarité globale, on sera de moins en moins dans ce processus sélectif et donc de moins en moins dans l'émotion. Ceci pour vous rassurer au cas où vous diriez, moi qui suis déjà très émotionnel, parce que je suis hypersensible, si on est encore plus sensible, alors je vais exploser. Non, je vous rassure, les deux choses sont complètement contraires. S'il y en a un qui va croître, l'autre devrait tendre à diminuer au fur et à mesure qu'on rentre dans cette solidarité. Donc ça, vraiment très important, premier élément, la sensibilité en tant qu'élément fondamental pour découvrir toute cette intercommunication, toute cette interdépendance, tout ce qui se passe partout. Le deuxième point, qui dépend aussi d'une certaine façon de la sensibilité, on en a souvent parlé, mais pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, c'est le mental. Le mental, c'est le 6e sens, c'est pour ça qu'il fait partie aussi de la sensibilité.
Et lui, il est vraiment tout à fait essentiel pour arriver à découvrir ce que j'ai appelé tout à l'heure la solidarité universelle. C'est ce dont, malheureusement, pour l'instant, sont dépourvus souvent les peuples premiers qui sont là, parce qu'il n'y a pas eu de scolarisation, il n'y a pas eu d'études, il n'y a rien eu qui a développé le mental, donc c'est ce qui leur manque. Par contre, c'est ce que nous avons ici, développé donc sur la courbe d'évolution. Donc quand on a ça, on développe effectivement ce mental. Mais ce mental, il est double. Vous avez un mental concret, que nous connaissons bien, qui est celui avec lequel nous fonctionnons, qui traduit en pensée, en désir, vers tout ce que notre émotionnel a envie. Et puis il y a un mental abstrait, celui que nous pouvons enclencher à partir de la méditation et qui est beaucoup plus sensible à ce qui peut venir du point de vue de la solidarité universelle. Donc quand on cherche à méditer, on met en route beaucoup plus ce mental abstrait, de manière à ce qu'il soit sensibilisé par des principes fondamentaux, ensuite concrétisé par le fameux mental concret. Donc ça se passe en 2 temps. Notre mental, c'est vraiment un instrument qui permet de percevoir des choses essentielles par le mental abstrait, qu'il transmet au mental concret, qui en fait quelque chose à valeur d'application, à partir duquel on peut changer un certain nombre de choses sur Terre, puisque tout ce qui change vient du mental. Par contre, si on n'enclenche pas le mental abstrait et qu'on n'enclenche que le mental concret, c'est vrai qu'on ne décolle pas beaucoup. On reste dans une solidarité tout à fait sélective. On reste plutôt dans le monde solitaire, puisqu'on a toujours nos préférences et nos exclusions. Donc on verra comment il faut réussir à développer ce mental abstrait pour entrer de plus en plus donc, dans cette compréhension de la solidarité universelle. Enfin, 3e élément, tout à fait fondamental donc dans l'éducation du futur, il va falloir apprendre par cœur. Alors évidemment, apprendre par cœur, vous allez me dire, ça fait bizarre quand même d'entendre ça, parce que s'il y a un symbole de l'ancienne éducation, c'est bien apprendre par cœur. Donc mémoriser. C'est vrai que dans l'éducation scolaire, auparavant, maintenant c'est en train quand même de bien se terminer, on était persuadé que dans les méthodes d'élevage qui étaient les méthodes en cours à l'époque, eh bien plus on en savait, plus on nous bourrait le crâne et plus finalement on était savant. Donc on apprenait par cœur. Pourquoi cette expression en fait? Pourquoi mémoriser, c'était apprendre par cœur? Et tout simplement parce que les anciens étaient persuadés que le cœur avait plusieurs qualités fondamentales. Il avait entre autres par exemple le courage. Le courage se situait dans le cœur. C'est pour ça que l'étymologie du mot courage, c'est le cœur-âge. C'est le cœur-âge. Rodrigue, as-tu du cœur? C'est le courage. Deuxième qualité fondamentale du cœur, l'intelligence. Donc apprendre par cœur, c'était apprendre avec l'intelligence du cœur. Évidemment, nos scientifiques modernes se sont bien ris de tout cela en disant non, mais bon, il faut arrêter quand même. Le courage ne se situe pas forcément dans le cœur et l'intelligence encore moins, c'est dans le cerveau. Donc on a abandonné un petit peu cette idée, mais l'expression est restée, apprendre par cœur. Et donc on a pensé que finalement, c'était ça qu'il fallait toujours faire. On va pourtant garder cette expression. Non plus peut-être apprendre par cœur pour ne pas continuer le mélange, mais la nécessité fondamentale d'apprendre par le cœur. L'apprentissage par le cœur est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental pour rentrer dans cette solidarité. C'est vraiment un élément complémentaire de l'apprentissage du mental. Apprendre par le cœur, c'est vraiment très très différent de l'apprentissage par le mental. Avec le mental, on apprend les choses par l'extérieur. On comprend les choses et on les comprend par l'extérieur. Et à partir de là, ok, on les met en place. Mais vous remarquerez que apprendre par le mental ne nous met pas à l'abri des contradictions. Au contraire. Parce que apprendre par le mental ne nous change pas fondamentalement. Je sais, je suis conscient. Ah ouais, pas de problème. Ah non, mais solidarité, universelle. Et alors dans ta vie? Dans ma vie, voilà. Donc quand le mental sait, c'est pas pour ça que j'ai un fonctionnement solidaire. Ce qui ne va pas du tout être le cas par le cœur. Apprendre par le cœur, c'est apprendre par l'intérieur. Apprendre par le cœur, c'est apprendre de manière complètement différente. Quand je dis le cœur, vous allez me dire, est-ce que tu t'adresses à l'organe? Non, je m'adresse au chakra. Vous savez, vous êtes tous certainement un petit peu au courant des chakras, peut-être un petit mot quand même pour le dire. Les chakras, ce sont donc des centres d'énergie qui se trouvent pour l'essentiel dans le dos, donc à l'extérieur du corps, le long de la colonne vertébrale. Et ce sont des centres d'énergie qui s'éveillent progressivement au fur et à mesure que nous avons l'état de conscience qui leur correspond. Le seul moyen d'éveiller un chakra, c'est de vivre l'état de conscience qui lui correspond. Alors il s'éveille, il tourne, et comme une dynamo, plus il tourne vite, plus il développe un rayonnement de qualité, donc qui nous permet de rayonner cette qualité dans la vie. Pour l'instant, ce qui correspond au solitaire, c'est le chakra dit du plexus solaire.
Alors le chakra du plexus solaire, lui, il est bien éveillé donc dans cette société. Pas encore beaucoup dans celle-ci, hein, dans la société donc de conscience de dépendance, mais dans la conscience indépendance, ah oui, ça il fonctionne à fond, très bien, et il développe un plein rayonnement du moi solitaire. Et puis, plus on va aller dans cette notion de cœur, d'apprentissage du cœur, plus on va apprendre à développer le chakra du cœur. Parce que bizarrement, c'est le chakra le moins éveillé de toute l'humanité. Tous les chakras sont un petit peu plus éveillés que ce chakra du cœur. On pourrait dire même coronal, ce chakra qui est en rapport avec l'âme, il ne doit quand même pas beaucoup être éveillé. Non, c'est vrai, mais un peu plus que le cœur. Parce que beaucoup de mystiques, beaucoup de personnes qui ont travaillé dans des religions ont déjà essayé de travailler un petit peu ce contact avec Dieu ou avec l'âme, et donc quelque peu éveiller ce centre coronal. Mais pas forcément le chakra du cœur. On peut avoir un contact avec l'âme sans forcément avoir éveillé le chakra du cœur. C'est un paradoxe, hein. Pourquoi ? Tout simplement parce que le chakra du cœur n'a strictement rien, mais alors rien à voir avec l'affectif, contrairement à ce qu'on emploie dans nos vocabulaires courants. Mais rien à voir. Il ne réagit absolument pas à l'affectif. Vous pensez, si le chakra du cœur réagissait à l'affectif, ce serait le chakra le plus développé de tout notre être. Ah, celui-là, il tournerait comme un vrai ventilateur, là, vraiment, pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'a rien à voir avec l'affectif, et par conséquent, on a beau être passionné, on a beau être amoureux, le chakra du cœur, il roupille. La seule chose qui l'éveille, c'est la solidarité. La seule chose qui va l'éveiller, c'est la conscience du tout. C'est la conscience globale. Plus je pense, plus je perçois, plus je sens, plus j'agis en conscience globale, plus le chakra du cœur s'éveille. Il en est donc maintenant, à l'heure actuelle, on commence à éveiller justement cette fonction du tout, on commence progressivement à s'éveiller. Ce qui va nous amener pour un rayonnement d'amour sagesse, de rayon 2. Ce qui est particulièrement important dans ce mois du Verseau, où Jupiter, rayon 2, est la planète fondamentale. Et donc, l'éveil du cœur, c'est vraiment quelque chose qui se fait maintenant progressivement. C'est pour ça que toutes les expressions dans lesquelles entre le cœur, vous pouvez les supprimer. C'est une personne de cœur, c'est extraordinaire. Pour dire que c'est quelqu'un qui fait des actes de solidarité. C'est une personne qui a un grand cœur. Non, c'est quelqu'un qui a un grand plexus. Mais qui est très sympa, hein. C'est quelqu'un qui est sympa et qui fait des actes de solidarité. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Oui, qui a la main sur le plexus. Ah, mon amour, mon cœur. Non, mon plexus. Non, c'est moins romantique. Bref, toutes les expressions dans lesquelles vous pouvez trouver comme ça le cœur, faut les remplacer souvent par le plexus solaire, parce que c'est tout simplement ce moi qui est là. C'est pas encore en conscience d'ensemble. D'où la question qu'on se pose toujours, comment dit-on je t'aime à sa femme ou à son mari en conscience de cœur? C'est toujours une question restée sans réponse. On va dire, ça se vit, ça se dit pas. Et ça se vit par solidarité. Ça veut dire qu'effectivement, on est vraiment dans un amour solidaire, qu'on en est beaucoup moins dans le besoin de spécifier, c'est toi personnellement que j'aime et pas les autres, enfin, moins les autres. Non, c'est se rendre compte qu'on fait tous partie de quelque chose qui se vit ensemble. Vous voyez à quel point ça bouleverse notre vie, parce que toutes nos valeurs, tout notre système, on pourrait même croire que si on dit ça à quelqu'un avec lequel on vit, qu'est-ce qu'il y a, tu m'aimes plus ? Ça paraît louche même à la limite de dire ça. Et donc le cœur nous bouleverse complètement nos processus. C'est quelque chose vous voyez, qui nous amène à entrer progressivement dans ces ensembles, dans ces globalités, sans émotion. C'est pour ça que j'ai spécifié que la sensibilité n'était pas une émotion. C'est-à-dire que je n'en fais pas un système personnel. Si jamais je dis « Oh, je suis de cœur avec tous, wow, c'est loupé ». Je suis très dans un émotionnel de qualité, c'est sympa comme émotionnel. Mais alors pour le cœur, non, alors là, pas du tout. Parce que le cœur, c'est pas du tout, vous voyez, c'est émotionnel. C'est simplement riche en sensibilité, mais pas riche en émotion. Et c'est quelque chose qui nous change de l'intérieur. Vous voyez, contrairement à l'apprentissage du mental, l'apprentissage par le cœur, c'est quelque chose qui nous change, qui nous modifie. Et c'est pour ça que, contrairement à l'apprentissage par le cerveau et le mental, c'est vraiment quelque chose qui amène progressivement l'abolition des contradictions. Quand j'apprends par le cœur, c'est tellement évident, je le vis tellement que je ne peux pas faire autrement que de le faire, que de fonctionner. C'est le moment où conscience solidaire et fonctionnement solidaire font un. Alors que si c'est uniquement par le mental, c'est pas si évident que ça. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'immersion.
On connaît bien les apprentissages par immersion, par exemple au niveau des langues. On sait très bien que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est tout simplement de se rendre sur place. Parce que quand je suis sur place, je ne me contente pas d'apprendre la langue. J'apprends les gens, j'apprends les habitants. Je découvre la vibration des lieux, la vibration de tout un pays. C'est finalement une vie que je perçois. Et c'est cette vie, progressivement, que je pénètre. Une langue, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, de coupé de gens qui l'habitent. Et c'est pour ça que l'apprentissage par immersion, oui, c'est vraiment quelque chose qui nous enseigne quelque chose du cœur. On ne coupe pas. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que nous, on a à apprendre justement cette langue du cœur par immersion. C'est pour ça que quelquefois, simplement, aller dans la nature ou aller simplement ou en méditation, concevoir cet ensemble, concevoir cette solidarité, sans chercher à vouloir tout de suite comprendre, à dire qu'est-ce que mon cerveau peut en dire, rien. Mais à rester dans cette contemplation d'ensemble, c'est vraiment un apprentissage par le cœur. C'est quelque chose qui nous amène à une autre histoire. C'est quelque chose qui nous ramène complètement dans la perception de vie intérieure qu'est cette solidarité. Mais souvent, je ne peux rien en dire. C'est pour ça que ce sera aussi intéressant de le dire aussi avec le mental et de développer le mental. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce soir ces 3 choses sur lesquelles nous n'allons pas arrêter de revenir pendant les mois qui vont venir sur l'éducation. La nécessité de la sensibilité qui va envoyer ces 2 enseignements au mental abstrait et au cœur. Ces 2 aspects fondamentaux. Dans ces enseignements de l'Agni Yoga, Maître Morya dit « C'est intéressant de voir que l'Occident a choisi le mental et le cerveau. L'Orient a choisi la voie du cœur. » Et c'est intéressant là aussi de voir le sens de cette solidarité Orient-Occident. Et de comprendre combien ces 2-là sont inséparables et combien on doit apprendre de la voie mentale et de la voie du cœur. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Il dit aussi, pour vous les Occidentaux, si vous trouvez par exemple dans un texte cette phrase à propos d'un sage qui dit « Un soir, il prit la pensée et la déposa sur son cœur. Le matin, il annonça sa décision. » Vous allez trouver que c'est joli, c'est une belle image. Le soir, de prendre la pensée sur son cœur, puis le matin d'annoncer sa décision. Nous, on dit la nuit porte conseil, c'est tout. Il dit, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point cette description n'est pas poétique, cette description est réaliste. Et si nous, on apprenait à déposer la pensée dans le cœur, et si on apprenait à penser de plus en plus à partir du cœur, à sentir ce que ça veut dire, combien notre mental habituel, tant qu'il n'est pas complètement dans l'abstrait, tant qu'il reste dans le mental concret, c'est le mental d'un être solitaire, c'est le mental de quelqu'un qui cherche à comprendre et qui cherche à rationaliser et qui coupe à partir de là. Et qu'est-ce que c'est quand on commence à penser à partir du cœur ? D'après ces écrits, un être qui pense à partir du cœur est un être qui justement pense toujours en termes de globalité, en termes d'ensemble, et qui ne peut plus se laisser récupérer par « ça n'a pas de rapport, ça c'est coupé, ça je le mets à part ». Non, on ne peut pas penser comme ça à partir du moment où on pense à partir du cœur. Et donc déposer sa pensée au niveau du cœur et parler ensuite, c'est ce qu'on appelle la transmutation de la pensée. Seul le cœur peut véritablement transmuter la pensée. Alors, tu parles de chakra là. Oui, bien sûr. On parle toujours du chakra. Et nous avons affaire à un grand transfert du chakra solaire jusqu'au chakra cardiaque. C'est évident. On retrouve aussi plein de choses du style le petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Mais on sent bien quand même que quand on parle de ça, la pensée qui est déposée sur le cœur, s'agit-il vraiment uniquement du chakra ou s'agit-il aussi de l'organe ? Est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu dans la superstition de l'apprentissage par cœur ? Or, figurez-vous qu'assez récemment, les scientifiques, en étudiant le cœur, ont découvert un ensemble de plus de 40 000 neurones au niveau du cœur, accompagnés de neurotransmetteurs, accompagnés de protéines et de cellules. À tel point qu'on a appelé ça le 2e cerveau. On a appelé ça finalement le cerveau du cœur. Et en étudiant de plus près ce cerveau du cœur, on s'aperçoit d'une chose assez étrange. Le cœur envoie beaucoup plus d'informations au cerveau que celui-ci n'en reçoit. Alors qu'on s'attendrait que le cœur reçoive toutes ces informations continuellement du cerveau. Et même que le cœur puisse prendre dans certains états, et certainement pour certains individus qui ont développé ce cerveau du cœur, peut prendre toutes sortes de décisions et mettre en place toutes sortes de pensées sans même en informer le cerveau, sans que ça passe par le cerveau. Et là, vous voyez, on trouve quelque chose d'assez étrange. C'est comme si d'un seul coup, la réalité rejoint la fiction.
Et que les anciens, quand ils parlaient d'apprendre par cœur, c'était peut-être pas aussi bête. On ne sait pas comment ils le savaient, c'était peut-être pas scientifique, ils n'avaient peut-être pas découvert les neurones, mais peut-être savaient-ils effectivement de cette sagesse antique qu'on peut penser effectivement avec le cœur. Et vous savez qu'on a découvert un troisième cerveau dans les intestins, et donc c'est vrai que du coup, le système se complique et se complexifie, et c'est tout à fait passionnant de découvrir qu'effectivement, bah oui, c'est vrai qu'on peut apprendre par cœur, on peut parler par cœur, on peut penser par cœur, et que c'est non seulement l'histoire du chakra du cœur, mais que ça a aussi une incidence sur le cœur lui-même, et que tout ça, c'est vraiment donc notre capacité à évoluer qui est en rapport avec tout ça. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir par rapport à cette éducation. C'est vraiment important de découvrir combien la solidarité doit progressivement cesser d'être une intention de bonne volonté, mais être véritablement reconnue comme le fonctionnement universel de l'univers. Et comme tel, se rendre compte que c'est à nous d'entrer de plus en plus dans cette solidarité jusqu'à ce que toute notre vie fonctionne de cette manière-là. Et que par rapport à cela, nous avons véritablement à développer notre sensibilité à tout ce qui nous entoure, parce que si nous ne le faisons pas, nous restons avec nos sens assez grossiers, donc on ne perçoit pas du tout la solidarité, ne serait-ce que parce qu'on ne perçoit pas du tout le champ éthérique et tout ce qu'il réunit. Qu'il faut développer le mental pour mieux comprendre de quoi il s'agit, et puis qu'il nous faut complètement développer ce centre du cœur et ce chakra du cœur, avec lequel on va pouvoir comprendre des choses d'une manière totalement nouvelle et tout à fait autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, de manière à ce qu'on puisse le rayonner ensuite vis-à-vis des enfants. Et c'est vrai qu'on le disait la fois dernière, les enfants qui ont souvent ce qu'on appelle des problèmes sont des enfants qui sont en perte de sens, des âmes avancées, des âmes qui se demandent mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est dans une famille ou quelquefois on est dans une éducation scolaire qui ne nous donne pas le sens. Pourtant on sent bien qu'on est dans un organisme global, on sent bien que tout ça, ça a un sens, mais personne ne nous en parle. Donc il faut que nous-mêmes nous avancions de plus en plus dans ce processus-là pour pouvoir donc en faire profiter tous et avancer tous ensemble dans ce sens. Je vous propose de méditer là-dessus.